dernier sujet, c'est le Togo. On va parler du comité de suivi des malentendus. C'est vrai, c'est le comité de suivi, mais on ajoute maintenant malentendus puisque le 10 et le 11, il y a eu la première réunion du comité de suivi pour observer un peu l'évolution de la mise en application de la feuille de route de la CEDEAO. Mais à la sortie de cette réunion, il faut simplement dire que c'était une réunion à la Madrono inutile. Oui, vous savez, aujourd'hui, les Togolais commencent par avoir ras-le-bol par rapport à cette situation qui a trop duré. Parce que vous avez, ailleurs, on a connu des crises, sincèrement, qui ont duré, mais aujourd'hui, le cas togolais, après tout ce qu'on a connu, les périmètres et puis le chemin qui nous a donc conduit à la table de discussion, mais aujourd'hui, tous les Togolais, parce que lorsque vous prenez un peu l'opinion nationale togolaise, vous n'êtes pas sans savoir que toute la population togolaise attendait de ferme pied, disons, cette feuille de route-là. Pour la population togolaise, on se disait, lorsque on aura cette feuille de route-là, cette feuille de route viendra donc... C'est la délivrance. C'est la délivrance totale. Et puis tout le monde avait donc ses intentions calquées sur cette feuille de route-là. Malheureusement, cette feuille de route-là est arrivée, mais ne sont pas au bout de nos peines. Ce qui fait qu'aujourd'hui, carrément, les gens se disent que, disons, cette politique-là, où on ne comprend plus les protagonistes de cette crise-là, parce qu'on nous a dit que, bon, nous irons aux élections. Maintenant, voilà qu'on ressuscite encore d'autres sujets qu'on ne s'y attendait pas. Donc, carrément, c'est tout comme si on repart à zéro. Rien n'est fait jusqu'au jour d'aujourd'hui. C'est vrai qu'à un moment donné aussi, on nous avait dit qu'avec ce comité de suivi qui a tenu ces premières réunions, disons les 2 jours passés, et que après cette réunion, on saura si réellement cette question de CENI qui est aujourd'hui le goulot d'étranglement qui, disons, l'arrêt à travers la gorge, mais réellement c'est un fiasco. On nous remet encore à demain. Donc aujourd'hui, c'est dubitatif. La population est divisée sur la question d'aller aux élections, de ne pas aller. Surtout, ce sont des sujets qu'entretiennent les politiques. Est-ce que c'est tant la population qui est divisée ou c'est la classe politique qui n'arrive pas à s'accorder sur... Lorsque la classe politique n'arrive pas à s'accorder, et puis on tient des discours, disons, de démobilisation, on ne sait pas quel discours aujourd'hui servir la population ne sait pas aujourd'hui. Parce que lorsqu'on posait la question à tout le monde est aujourd'hui, disons, ne sait pas si réellement ces élections auront lieu ou pas. Parce que vous prenez de la part de l'opposition qui dit aujourd'hui à la population qu'ils sont certains que la date du 20 décembre ne tiendra pas. Mais de l'autre côté, disons, le pouvoir ou le gouvernement est confiant et se dit que vraiment cette date-là tiendra. Donc du coup, nous sommes dans un schéma où tout ce qu'on constate au niveau des protagonistes se révèle dans la population. Et c'est dommage. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le Togo, nous risquons donc de glisser, disons, dans une situation où le politique n'a plus réellement, disons, cette force-là, ou du moins ce n'est plus attendu par la population. Vivien, comment vous expliquez qu'aujourd'hui, on semble, malgré tous ces mois de discussion, être encore plus dans le malentendu qu'avant? Je ne dirais pas non plus que c'est une décision délibérée de ne pas avancer. Mais ça y ressemble beaucoup aussi. C'est très proche. C'est très proche. Parce qu'il n'y a pas de raison qu'après les recommandations de la CEDEAO, que les choses traînent encore et qu'on en soit encore là à parler de on veut plus ça, on veut ça. Et finalement, les discussions n'avancent pas. Moi, je dis ici sur ce plateau qu'il vaudrait même mieux que les deux camps ou les camps essaient de surprendre la communauté internationale en se parlant. Un sursaut patriotique? Oui, bien sûr. Nous sommes des Togolais. Nous pouvons nous parler entre nous et nous entendre. Et justement, le facilitateur ghanéen n'a pas oublié de nous le dire. Je ne viens pas pour trouver une solution pour vous. Je vais vous aider à trouver une solution entre vous, Togolais. Alors, aujourd'hui, après cette rencontre, on a comme l'impression que les acteurs ne veulent pas évoluer réellement, ou il y a peut-être d'autres objectifs qui poussent à traîner les pas. Parce qu'on ne peut pas l'admettre. Le problème qui se pose avec la question de la recomposition de la CENI proposée par le gouvernement, proposée par la coalition,
Et le gouvernement qui dit nous avons une ardoise et on a mis sur l'ardoise 20 décembre ou rien, mais ça n'a pas de sens. Moi j'ai dit, et je le répète encore, que... Mais de l'autre côté aussi, il faut reconnaître qu'ils sont calqués quand même sur l'agenda ou disons l'ardoise de la CEDEAO. Parce que oui, mais c'est ce que j'ai dit. Le 22, ils doivent faire le point à la réunion de la CEDEAO. C'est ce que je dis. Vous savez que en fait, c'est la règle. La CEDEAO, les gens peuvent me critiquer, mais la CEDEAO a donné une date indicative. Jean-Claude Cassibou. Maintenant, la CEDEAO, oui, mais ce n'est pas la CEDEAO qui va fixer la date. Quand les acteurs politiques se sont entendus pour lui déléguer, une partie de la souveraineté en matière électorale, il ne faut pas... Non, il faut me suivre dans mon développement. Il faut me suivre la CEDEAO a fixé une date. La CEDEAO a donné la date du 20 décembre. Mais la date du 20 décembre, ce n'est pas une date fétiche. C'est-à-dire on peut faire avant. Avant ou après, suivant... Je dis avant parce que le ministre... Oui, j'ai suivi effectivement le ministre. Le ministre Bawara a dit on peut le faire avant même le 20. On peut faire avant le 20. Il n'a jamais dit après. Oui, mais la coalition dit que le 20 même, ça ne peut pas tenir. Oui, mais c'est pas elle qui organise les élections, il ne faut pas aussi... Voilà, non, je n'ai pas fini mon développement. Tout ce que je voudrais dire, c'est que les acteurs politiques ne doivent pas perdre de vue l'essentiel pour s'occuper juste des questions du superficiel. Aujourd'hui, le plus important, ça fait partie également des recommandations, c'est qu'ils puissent avoir des réformes. Ça, on semble oublier. Si on fait les réformes, je crois que parce qu'on va éviter d'avoir encore d'autres crises dans le futur. On semble aujourd'hui tellement focalisé sur la CENI comme si c'était le plus urgent, alors que la situation qui est amenée là, c'est la question des réformes d'abord. Oui, la question des réformes constitutionnelles et institutionnelles. Oui, je pense que si vous suivez bien Bawara, qui fait office aujourd'hui du porte-parole aussi bien du gouvernement ou du parti au pouvoir, il a dit, parce que quoi qu'on dise, il y a un pouvoir en place qui dirige les choses. Et il est le référent quand même en matière des questions concernant la communauté internationale. Et par rapport à lui, il a dit que le 22, comme venez de le dire tantôt, est la date où ils rendront compte à la CEDEAO. Donc les élections ne peuvent pas se tenir après le 20, c'est pas possible. Et de même, donc les réformes vont se tenir avant le 20. Du moins, si on aura les réformes avant les législatives. Ce qui voudrait dire que de l'autre côté aujourd'hui, lorsque nous prenons un peu l'opposition qui dit que cette date du 20 ne pourra pas se tenir, mais sans pourtant avancer les points de clivage qui ne pourront pas permettre à cette date-là de tenir, ça prouve que quelque part, moi je me dis, il y a dans des agendas qu'on n'arrive pas réellement à mettre sur orbite. Sans quoi, du moins, il faudrait quand même commencer pour dire que voilà le cheminement qui est fait et que par rapport à tant, on ne pourrait pas tenir dans la date ou du moins s'il y aura glissement de date. Ce n'est pas le cas, on dit qu'on ne pourrait pas tenir, mais sans pour autant nous dire réellement qu'est-ce qui bloque. Donc là, ça cause un problème. La question de la recomposition de la CENI. Oui, est-ce que ça doit être normalement la question qui bloque? Quoique la question de la recomposition de la CENI, en toute franchise, il faut se dire la vérité, ce n'est pas ça le primordial. Il faut faire les réformes. Maintenant, pour la recomposition de la CENI, la CEDEAO a parlé de la CENI sans mettre trop d'accent sur le sujet de la CENI, parce qu'en supposant que la composition actuelle de la CENI vient d'un accord, l'APG. Donc, au sein de la CENI, il y a une place pour l'opposition et il y a une place pour le pouvoir. Donc, je pense qu'aujourd'hui, ce qui serait mieux, c'est que les partis d'opposition qui n'ont pas encore rejoint la CENI et qui ont leur place puissent rejoindre la CENI et continuer par faire le travail qu'il faut pour que les élections soient claires. Mais si vous restez de loin, vous irez quand même aux élections parce que quel que soit le cas, on fera les législatives. Donc il ne faut pas se tromper en disant qu'en se mettant en marche de l'organisation des élections, on va faire avancer les débats. On a parlé du comité de suivi. Finalement, Adam, ce comité est venu sur quoi? Bon, le comité, normalement, je me dis aujourd'hui, le comité, à ce qui le concerne normalement,
le sujet qui devait donc concerner le comité n'a pas été le sujet qui a été abordé. Carrément, on était sur les questions de la CENI jusqu'à la fin et puis... on s'est séparé un peu de poisson. Non, mais c'est un comité de suivi qui s'occupe des recommandations ou de la feuille de route de la, oui, mais le comité, de la CEDEAO en général. On est d'accord. 11, mais qu'est-ce qu'il a suivi exactement? Parce que le comité... Il a seulement recueilli, le comité, ce qu'il faut retenir, il a seulement recueilli les avis concernant donc la CENI, puisque ce sont les avis qui divergent aujourd'hui au niveau des deux protagonistes. Pas il les a seulement recueillis. Non, ben c'était carrément. Non, je suis d'accord, mais. Oui, mais mais c'était quand même. Les 2 jours, c'était ça, la CENI. C'était la question. Ils n'ont pas évolué. Parce que Bianzin l'a dit clairement, parce que moi, on a discuté, il a dit clairement qu'ils ne comprennent pas. Parce qu'eux, ils sont partis juste, ils ont recueilli les avis. Parce qu'il ne les appartenait pas quand même de pouvoir donner des options, de pouvoir décrisper. C'est aux facilitateurs. Donc, ils sont remontés. Voilà pourquoi certains ne l'avaient pas dit expressément que les facilitateurs seront entendus dans les prochains jours au Togo. Mais la question que moi, qui me semble un tout petit peu ne pas être claire, c'est le fait que l'opposition, c'est vrai qu'elle refuse aujourd'hui de prendre sa place au niveau de la CENI, mais de l'autre côté... La coalition, vous voulez dire, ou l'opposition parlementaire? Bon, la coalition, du moins, c'est elle aujourd'hui qui est... Parce qu'il y a une opposition à la CENI, il ne faut pas l'oublier. Non, mais c'est elle aujourd'hui qui est, disons, je ne vais pas quand même dire qui est le problème, mais c'est elle aujourd'hui qui porte un peu les points de clivage. Donc, lorsque nous parlons de l'opposition, il faut comprendre quand même que... C'est pas porter les points de clivage qui donne la qualité d'opposition. Non, mais c'est sorti aujourd'hui qui... Bon, ça ne ralentit pas, parce que, du moins, au niveau du pouvoir, ils se disent que rien n'est ralenti parce que, disons, le train est lancé et puis le train marche. Non, mais j'aimerais expliquer quelque chose. C'est qu'en fait, le comité de suivi, c'est comme quand nous avions fait les états généraux de la presse, il y avait un comité de suivi qui a été mis en place, qui a travaillé, qui a travaillé, qui a fait des propositions. Oui. La question fondamentale, on n'a pas avancé. Vous savez, malheureusement, c'est une question. Non, peut-être que moi, je suis membre du comité de suivi. Ah oui, alors, finalement, vous n'avez rien fait. On a fait ce qu'on peut faire, les rapports sont là. Vous pouvez consulter. Donc, le comité de suivi, en réalité, a pour mission de voir l'application de la feuille de route de la CEDEAO. Donc, c'est au sein de ce comité de suivi que les questions de mésentente devraient être traitées. En fait, ça veut dire quoi? Quand le comité de suivi est arrivé lundi et mardi, on aurait dû lui dire... Non, ce n'est pas le comité de suivi qui est arrivé. C'est la délégation de la CEDEAO qui est arrivée. Oui, parce que le comité de suivi est aussi composé de la délégation de la CEDEAO. Alors, ça veut dire quoi? On devait lui avoir dit... On a avancé sur telle et telle question. Il y a telle et telle qui sont encore des questions de blocage. Oui. Mais là, rien. Sauf qu'il n'y a pas eu de rencontre bilatérale entre les deux camps pour qu'on puisse dégager quelque chose pour effectivement la délégation de la CEDEAO. Donc, en réalité... Même que vous vous rappelez, quand la délégation est arrivée, on avait donné l'occasion aux deux camps de se mettre ensemble et de discuter. Ça n'a pas marché. Ils n'ont pas fait. Est-ce que c'est possible dans un pays qu'on ne puisse pas être capable de se parler, surtout des gens de cet âge? Non, ça c'est la politique. Puisque ailleurs, on se parle très bien. Oui, mais justement, ailleurs, on se parle très bien. Mais quand il s'agit de se voir et de discuter directement... Et le drame, c'est que quand ils sortent, ils sont mettre dans la main, ils se parlent entre eux. C'est ce qu'on fait croire à la population. Non, même à l'étranger, ils voyagent ensemble des fois. Ils se voient à l'étranger, ils se voient dans d'autres manifestations. Mais en réalité, les leaders politiques de notre pays ont habitué aussi notre population à certains clichés. Genre, on vous a vu tout à l'heure, on a vu tout à l'heure... C'est simplement de la diversion. Le ministre Gilbert Barra avec Maître Agboibo par ici. On a vu M. Jean-Pierre Fabre avec le ministre, le député Tchao par ici. Oui. Mais on a habitué effectivement la population à ces clichés. Et si bien que quand il s'agit de faire des rencontres, si tu fais des concessions, peut-être que ta base va dire, mais écoutez, il est allé au tu es parti, mais la réalité, c'est qu'on constate que les politiciens n'arrivent pas à trouver une solution pour Samuel, le grand problème aujourd'hui, c'est que par le passé, ou du moins avant même la feuille de route, chaque camp, ou du moins c'est les protagonistes de cette crise-là, avait laissé entrevoir que chacun avait eu confiance en la CEDEAO. Malheureusement, après cette feuille de route-là, et puis la ressurgence de la question de la CENI,
aujourd'hui, il fait remonter un certain nombre de surenchères, hein, si vous me permettez, qui laissent croire qu'il y a dans des camps qui sont aujourd'hui méfiants au niveau de cette CEDEAO-là. Sans quoi, aujourd'hui, la CEDEAO, hein, lorsqu'elle a dit que voilà, nous avons même mis en place des experts hein, qui peuvent donc vous aider à aller devant on demande le CV de ces experts. Le CV, ça voudrait dire qu'il y a un problème de confiance qui se pose. Ça voudrait dire la même chose qu'on a dit hier n'est plus ce qu'on dit aujourd'hui. Ça voudrait dire que cette CEDEAO-là n'est plus, disons, la structure de confiance qu'on a fait croire aux Togolais par le passé. Et ça cause problème parce qu'aujourd'hui, lorsque il y a ce problème de confiance-là qui se pose à l'institution de la CEDEAO qu'on aurait cru, hein, c'était l'institution salvatrice entre nous Togolais, on ne pouvait pas avoir des solutions. Il faudrait que la CEDEAO, et puis lorsqu'une question se pose, on a toujours tendu cette brèche-là à la CEDEAO, que c'est seulement ce que la CEDEAO dira qui fait foi. Mais aujourd'hui, ce n'est plus la question. Donc, moi, je me pose cette question. Non, ce n'est plus la question à quel niveau? Il faudra le préciser. Par exemple, on dit, voilà, concernant la question de la crédibilité ou non de la CENI, voilà, nous avons mis en place des experts qui peuvent vous aider à résoudre ces problèmes-là. Voilà qu'il y a donc au niveau de la C14 qui disent que voilà, nous voulons voir, il faut qu'on les connaisse, il faut qu'on sache qui ils sont. Là, sur ce point, il y a un problème de confiance. Oui, mais ça n'a pas commencé aujourd'hui. Vous vous souvenez aussi qu'il y a eu un facilitateur qui a été récusé par une partie de la classe politique. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut se poser comme question, est-ce qu'il y aura législative, oui ou non? Et la réponse est oui. Oui. Est-ce que l'opposition ira aux législatives, oui ou non? La question est oui. Et la réponse est oui. Maintenant, si on veut aller aux législatives, il vaut mieux être déjà dans l'institution qui organise les élections et commencer par peser, on peut utiliser ce mot, commencer par peser sur l'organisation pour qu'on puisse avoir des élections claires. Ou quand même lever les inquiétudes, les éventuelles inquiétudes. Oui, l'élection ne commence pas le jour où les gens vont mettre leur bulletin dans les urnes. L'élection commence d'abord par le recensement électoral ou la révision. Et nous avons les informations, nous pouvons le dire encore, il y aura un recensement électoral. On va effacer... Non, mais ce n'est pas encore grave. On va effacer l'ancien fichier pour refaire de nouveaux fichiers. Alors, c'est le moment pour, effectivement, la C14 de rejoindre la CENI et de continuer tout en étant à l'intérieur, de peser sur l'organisation, d'inviter les militants, donc les citoyens, à disposer des cartes d'électeurs en grand nombre, et peut-être même que quand l'opposition va remporter les élections législatives, mais l'opposition pourra faire les réformes sans problème. Les réformes qui n'auraient pas eu d'oreilles attentives avant les législatives pourraient passer comme une lettre à la poste si l'opposition arrivait à remporter la victoire au niveau des législatives. Mais quand on rejette l'idée d'aller à la CENI, sachant très bien que tôt ou tard, on ira quand même à la CENI, comme ça s'est déjà passé dans le pays, on perd du temps. Il faut présentement que la classe politique dans son ensemble, l'opposition, commence par travailler pour que les militants ou les citoyens puissent voter et qu'on ait une majorité à l'Assemblée nationale. Mais continuez pas à faire des débats sur des débats autour de la question de la CENI. Je pense qu'il faut plutôt mettre l'accent sur les réformes. Et au niveau de la CENI, il faut déjà rejoindre la CENI et continuer par avoir dedans. Comme au niveau des recommandations de la CEDEAO, la Cour constitutionnelle est sur la liste, commencez par faire des propositions dans ce sens pour qu'on avance. Le comité de suivi, ce n'est pas non plus le directeur qui amène la solution à ses élèves. Mais il y a l'autre question aussi. Oui, il y a l'autre question aussi qui saute aux yeux. Je pense que lorsqu'on dit par exemple qu'on aura les réformes avant le 20 décembre, je pense que c'est une formule où, parce qu'on a dit, lorsque au niveau de l'Assemblée, on n'aura pas pu avoir les 4/5e pour faire passer dans ces réformes-là, il faudrait... On est sûr d'avoir les 2/3, donc on passe au référendum. Au référendum. Ça voudrait dire quelque part que je pense que les calculs, si tout est bien vu, on veut coupler les réformes et les législatives. Voilà. Parce que on sait clairement que lorsque nous voyons le schéma qui est dessiné clairement que ces réformes au niveau de l'Assemblée n'est pas totalement évident.
il faudrait quand même les coupler avec les sessions. Oui, mais pour le moment, parce que si rien n'est fait aujourd'hui, parce que ces réformes-là sont très essentielles, et que personne n'entend parler, ça voudrait dire que c'est un peu ce schéma-là qui laisse entrevoir qu'on risque de coupler les législatives au référendum. Mais sachant pertinemment que la CEDEAO n'a pas demandé nécessairement que le référendum soit couplé avec les législatives. Non, mais quand même, ça pourra être une décision des acteurs politiques togolais de le faire ainsi. Non, ça, ce serait plus. C'est la question du gouvernement. Le gouvernement, ce sont des acteurs politiques également. C'est le gouvernement qui prendra sa responsabilité de pouvoir. Parce qu'il y a cette facture-là qui est là. L'opposition a encore la possibilité de faire des propositions. L'opposition a des députés à l'Assemblée nationale. Et il faut que d'abord on fasse des pas au niveau de l'Assemblée nationale. C'est quand il y aura échec que le référendum sera la seule et dernière solution. Oui, mais pour le moment... Si c'est l'opposition qui le fait, l'opposition au Parlement qui fait une proposition de loi, on est sûr qu'il y aura échec parce qu'on mettra des formules que le pouvoir ne va pas accepter. Oui, il y aura échec et le pire, c'est qu'ils n'auront pas les 2 tiers. Vous savez mais si c'est un projet de loi du gouvernement, on est sûr qu'il y aura les 2 tiers pour le référendum. Que ce soit le gouvernement comme l'opposition, quelles que soient les propositions de loi que vous faites, ça doit passer en commission d'études, commission de loi. Donc, au niveau de la commission de loi, on peut améliorer ce que vous avez proposé, on peut rejeter des choses. Et s'il n'y a pas de consensus, la commission de loi rend compte à l'Assemblée en plénière que, voilà, sur ce point, nous avons relevé ceci. Et maintenant, quand même, c'est l'Assemblée qui va décider. Donc, la commission peut dire, moi, j'émets des réserves parce que sur ce point-là, on ne nous a pas convaincus. Sur ce point-là. Bon, maintenant, qui a la majorité? C'est unique qui a la majorité. Mais unira une majorité qui n'est pas totale. Si bien que UNI ne peut pas faire les réformes sans avoir également l'aval de l'opposition. Et l'opposition aussi ne peut pas faire les réformes sans unir. Donc les deux camps sont obligés de s'entendre. Et c'est quand il n'y aura pas d'entente que le référendum restera l'issue. Mais aussi il y a une question, il y a cette question-là, lorsque la feuille de route était tombée, il y avait cette question-là, et où on avait demandé aux protagonistes que la voile n'est pas tellement close au niveau des discussions. Mais aujourd'hui, lorsque vous lisez un peu les discours qui fusent, des deux côtés, personne ne veut se parler. Je me dis que c'est cette question-là, mais qui n'était pas expressément inscrit sur l'agenda de cette feuille de route-là. Mais aujourd'hui, personne ne veut parler parce que je pense qu'il y a une sortie. Parce qu'ils vont se parler, quel que soit le cas. Ils sont obligés. Ils ne peuvent rien du tout. Mais nous sommes... Même les guerres finissent par un dialogue. Mais il faudrait on est obligé de se parler quand on est adversaire politique. Avant de se parler, on va encore faire recours à la CEDEAO. C'est un peu dommage, c'est un peu ça le problème. Parce que entre nous les Togolais, si on ne peut plus se parler, et on fait croire, lorsque nous sommes devant les écrans, où il y a au niveau des médias, on fait croire à la population qu'on ne se parle pas. Mais lorsqu'on sort de la salle, voilà des gens qui sont ensemble, ils se disent des choses, ils parlent, ils rient entre eux. Toi-même là, toi et moi, on ne s'entend pas sur certains sujets sur le plateau, mais quand on sort, on prend notre bière tranquille. C'est pas la même chose. Non, moi je pense qu'il faut encourager les acteurs politiques, d'abord, à dire la vérité au peuple. Voilà. Ensuite, à avancer, quand vous savez que c'est difficile de rester à l'extérieur et d'opérer des changements, essayez aussi à l'intérieur. Vous connaissez le proverbe de la chenille. La chenille dit, écoutez, je ne suis rien devant l'arbre, mais de l'intérieur, je peux détruire l'arbre en combien de jours, mais apparemment, personne ne veut aujourd'hui faire encore de sacrifices parce qu'eux-mêmes avaient dit que... il faut pas, c'est pas absolu. D'accord. On a comme l'impression. Qu'on évoque un autre aspect qui a été touché par... puisque la coalition était en conférence de presse aujourd'hui et la coalition a annoncé le retour des manifestations. Finalement, est-ce que cette... entre griffes arme est vraiment peut encore dégainer? Non, c'est qu'aujourd'hui, cette arme-là ne peut plus faire recette parce qu'au sein même de la coalition, il y a de ces membres-là qui ne sont pas pour le PNP retour. Notamment. Le PNP notamment, qui est même le meneur de ces manifestations. Je n'aime pas ce mot, meneur. Ou du moins, c'est celui qui a même expressement réuni cette coalition-là qui est arrivée parce qu'au Togo, vous savez, entre les opposants, ce n'est pas facile de les réunir. Du moins, le PNP a reçu cet exploit-là. Et quoi qu'on dise aujourd'hui, ce parti-là, l'URSC, est inscrit en lettres d'or dans les annales de la République togolaise.
Mais au-delà de tout, déjà, lorsqu'on a cette division-là au niveau de la coalition, où les gens ne sont plus d'accord, et d'ailleurs, même au sein de la population, lorsque nous voyons un peu les arguments de la population, les gens ne sont plus prêts à retourner dans les rues. Parce que on entretient... Il y a aussi des fanatiques de la Non, rue, mais quand même, ça ne peut... Lorsqu'on retourne dans absolu, hein. tout compte fait, on n'appellera pas à des manifestations où on aura zéro manifestation. C'est pas possible. Ouais. Mais seulement, on n'aura plus la mobilisation par le passé, parce qu'il faudrait que l'opposition aussi fasse cette lecture-là. C'est pourquoi on dit que l'unique arme qui reste à l'opposition, il faudrait quand même la manier avec tact pour ne pas se faire, disons... Harakiri. Ce n'est pas possible. Oui, moi je ne pense pas que on peut tout de suite dire que les marches ne vont pas réussir. Mais voyant l'histoire de notre pays, où les marches faisaient peur, faisaient trembler tout le pouvoir. Les marches, quand elles étaient annoncées déjà, les forces de sécurité n'avaient plus le droit de dormir. Mais on doit effectivement faire cette étude-là et voir que les marches ne prennent plus tellement d'ampleur aujourd'hui, surtout après le temps des mois d'août et autres, et changer de stratégie. Le plus cuisant des échecs, c'est que vous soyez une coalition de 14 partis politiques pas petit, hein, et que vous appeliez à une marche et qu'il n'y ait pas du monde. Donc je pense que la manifestation de rue constitue une arme pour les acteurs politiques de l'opposition, surtout. Le pouvoir aussi peut marcher, hein. Mais il ne faudra pas utiliser cette arme jusqu'à la galvauder, la vulgariser, la banaliser. Comme le dit même et ça n'aura plus du tout d'effet. Ensuite, nous sommes dans un pays où les gens sont devenus très pauvres, où il faut faire attention de lancer des manifestations qui vont mettre encore leurs activités économiques à genoux. Parce que nous n'avons pas tous les mêmes moyens et il faudra que le citoyen ordinaire aussi continue à l'orée de la rentrée scolaire. Mais il faut quand même manger aussi quand carrément les idées sont tournées vers cette rentrée-là. Les gens n'ont pas les moyens pour faire la rentrée. Et quand on les appelle encore à rentrer dans les rues, sachant pertinemment des fois même c'est ça qui marche là. C'est ça qui marche quand les parents n'ont pas d'argent pour s'acheter les fournitures pour leurs enfants. On leur demande de marcher, ils sont en colère, ils marchent vite. Merci à Madame Adjono, Vision d'Afrique. Merci à vous de nous avoir suivis. À demain.